Et dans un premier temps, je vais remercier le groupe de travail qui a initié donc toute la partie CERMI auprès donc le groupe de travail. Il y a les équipementiers qui donnent un petit peu de temps, qui donnent beaucoup de temps pour avancer sur ces sujets. Donc nous allons parler d'une nouvelle certification qui s'appelle le CERMI. Donc ça va démarrer. Donc qu'est-ce que c'est le CERMI? C'est un dispositif européen qui permet aux réparateurs d'accéder en toute sécurité aux informations liées à l'inviolabilité des véhicules. Donc vous l'aurez compris que l'intérêt, ça va être de pouvoir être autonome sur l'ensemble des réparations que vous souhaiterez faire sur la totalité des marques disponibles. Donc, c'est une réglementation européenne, hein, donc afin de rendre les réparateurs plus performants et de fournir un service adéquat aux clients, le règlement d'homologation UE 2018-858 du Parlement européen et du Conseil oblige les constructeurs à rendre accessibles les informations sur la réparation et la maintenance des véhicules. Donc, on parlait déjà auparavant du RMI, donc les informations de réparation et de maintenance. Ça vous permettait déjà dans un premier temps d'accéder à toute la partie technique des véhicules, les méthodes de réparation et autres. Donc là, ça va donner une autre perspective. Donc clairement, aujourd'hui, le CERMI ne change rien à votre fonctionnement actuel, puisque ça va vraiment être la fonction liée à l'inviolabilité. Donc si vous voulez avoir accès à ces données, vous aurez tout intérêt d'avoir cette nouvelle certification qui s'appelle le CERMI. Donc là, vous avez le calendrier de mise en place. Donc au premier semestre, il y a eu la création du référentiel, donc des organismes certificateurs, ce qu'on appelle les OEC. SGS qui nous fait le plaisir de nous accompagner aujourd'hui, en tant que partenaire, vous répondra à toutes les questions que vous aurez à la suite de cette présentation. Il y a un autre organisme d'évaluation qui est déjà certifié, qui s'appelle DECRA, pour lequel on a fait un webinaire le mois dernier. Donc ça, c'est le premier semestre. Voilà ce qui s'est passé lors du premier semestre. Et le deuxième semestre, donc là, on a l'ouverture des inscriptions pour les opérateurs indépendants, donc vous, pour les professionnels, et les RSS, les fournisseurs de services à distance. Donc, la première date était au départ prévue pour septembre, en réalité en début d'année. Ça a pris un petit peu de retard. C'était septembre il y a quelques semaines, et maintenant, ça sera au 1er octobre, le lancement opérationnel du dispositif. Alors, comment être certifié et homologué CERMI? Donc, il y a évidemment toute une grosse partie documentaire à fournir, mais au même titre que vous pourriez avoir accès à d'autres éléments. Donc, le titre de propriété de l'entreprise, la liste des salariés, une assurance responsabilité couvrant un minimum de 1 million d'euros pour les dommages corporels et la partie matérielle qui est au minimum de 500 000 euros. Une absence de révocation de l'agrément de l'OI pour des raisons d'utilisation illicite. Là, on comprendra, par exemple, un casier judiciaire un peu plein, on comprendra un fonctionnement de l'entreprise qui désactive des fonctions type EGR, type catalyseur, AdBlue, réservoir, bien entendu. Une preuve d'activité dans le secteur automobile, donc ça c'est simple. La déclaration justifiant d'une activité commerciale. Une absence de casier judiciaire, du représentant de l'entreprise et des salariés. Donc c'est le casier B3 qui se demande pour toutes les entreprises. Toutes les entreprises peuvent faire cette demande. L'existence d'une déclaration de conformité aux exigences et procédures énoncées est assurée pour toutes les opérations en rapport avec la sécurité des véhicules. C'est son job, hein. Attention au micro. Ensuite,
Comment être certifié donc et autorisé pour la partie salarié, le ou les salariés, donc évidemment qui n'a pas eu d'autorisation antérieure qui a été révoquée en raison d'une utilisation illicite. Un casier judiciaire vierge, on en a parlé tout à l'heure, qu'il existe un contrat de travail entre le salarié et l'entreprise agréée et que le salarié concerné possède une pièce d'identité valide ou un document équivalent. Le process de certification, donc, qui est assez simple, hein, donc, c'est une certification qui sera valable 5 ans. Donc il y a la partie enregistrement, donc c'est pour ça qu'on parle de 0. La fourniture des documents. Ensuite, dans les 3 mois, il y a la délivrance du certificat avec la création des comptes DigiIdentity. Ensuite, il y a une inspection aléatoire sur site. Donc on ne parlera pas d'audit, mais on parlera bien d'inspection. Ensuite, donc là-dessus, pendant ce temps-là, on fera la vérification ils feront la vérification des documents et des process qui ont été réalisés, hein, l'ordre de réparation, tous les documents nécessaires pour pouvoir vérifier que le véhicule est bien à une personne et bien à 7 personnes. Et puis, dans les 6 mois avant la fin de la certification, à la demande du chef d'entreprise, pour prolonger cette certification, il faudra donc, il y aura une nouvelle inspection sur site. Le process est légèrement différent pour les centres de formation et les remanufactureurs, puisque l'inspection sera simplifiée, puisqu'ils ne sont pas dans la même catégorie qu'un opérateur indépendant. Donc concrètement, comment un opérateur indépendant accède au RMI relative à la sûreté, inviolabilité du véhicule? Là, il branche sa valise, process classique, hein, il fait le diagnostic, il détermine que c'est un codage de clé, une mise à jour de calculateur, ADAS, boîtier d'attelage ou autre nouvelle pièce. Il faut la certification CERMI. Donc là, l'opération sera liée à l'inviolabilité et là, il pourra intervenir sur les domaines qu'il aura à chercher. Donc le codage de la clé, la mise à jour du calculateur avec la fonction anti-vol, le codage ou le remplacement d'un transpondeur. Et puis après, ça va dépendre de chaque constructeur, ce qu'il a décidé d'insérer comme blocage dans la pièce. Donc là, le process, il est devant vous. Donc on branche, contrôle du certificat, le DigiIdentity, le constructeur vérifie auprès du Trust Center, le centre de gestion de confidentialité, que le garage est bien certifié et l'échange des données et chargement des données se fait en un claquement de doigts puisque c'est une connexion, hein, tout simplement. Donc ça, c'est très, très rapide. Ensuite, vous avez la même démarche en passant par votre RSS, hein, puisque vous faites votre connexion. Il y a une vérification du DigiIdentity. Le RSS prend la main. Il y a une vérification du DigiIdentity également. Et après, pareil, Trust Center et échange et chargement des nouvelles données. Là, on va pouvoir donner la main à nos partenaires SGS. Hop, pour répondre à vos questions. Donc là, je vais laisser Ruben Sarkissian et Gwenaël Cam. Donc Gwenaël qui est le responsable du projet, responsable des projets, et Ruben qui est business developer. Et je les remercie pour leur présence. Je vous laisse à vos questions. Merci à toi, Joao. Ce que je vous propose pour simplifier donc les questions et qu'on puisse vous apporter donc l'ensemble des réponses, c'est n'hésitez pas à utiliser donc la colonne conversation pour nous poser l'ensemble de vos questions. En attendant que vous rédigiez donc ces questions, une rapide présentation. Donc effectivement, Ruben Sarkissian, SGS. Je suis donc en charge du développement commercial pour le CERMI.
On remercie encore une fois Mobiliance de nous permettre d'avoir un temps de parole avec vous. EGS qui est un partenaire historique de Mobiliance sur différents référentiels dans le domaine automobile et ce jour spécifique CERMI. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les et également je vous partagerai notre adresse mail spéciale CERMI pour que vous puissiez rentrer en contact avec nos experts et également si vous souhaitez être recontacté pour l'obtention de la certification CERMI. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais. Non, vous pouvez nous en dire plus un peu sur le déroulé de la documentation qu'il faut réunir là pour déposer le dossier. Voilà, notamment, enfin, je sais pas, les casiers judiciaires de tous les salariés, de ceux qui sont concernés. Comment ça se passe en fait, concrètement? Ruben ou Gwenaël, je vous laisse prendre la main. Oui, bonjour. Voilà. Alors oui, effectivement, par rapport à cette question, alors ce qu'on demande, c'est des justificatifs d'identité, d'existence de l'entreprise. Donc c'est un CABIS, c'est bon le code APE aussi pour vérifier que vous êtes bien dans le domaine automobile. Ce qu'on demande aussi, c'est une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle. Voilà. Donc ça, ce sont des documents qui sont assez simples et faciles à obtenir et à fournir. Ensuite, on demande aussi par rapport au chef d'entreprise, donc le responsable légal de l'entreprise, également un extrait de casier judiciaire, alors c'est le casier B3, qu'on demande aussi pour les salariés qui vont être autorisés CERMI, hein, donc à faire des diagnostics sécurisés. Et on demande aussi un contrat de travail. Et puis ce que demande aussi le CERMI, c'est un justificatif pour les salariés, un justificatif de compétences dans le domaine du diagnostic automobile. Voilà. Donc ça peut être effectivement de l'expérience de plusieurs années dans un garage dans le domaine de diagnostic. Ça peut être aussi un titre professionnel. Hein, la liste, elle n'est pas encore exhaustive, mais voilà, nous on a un petit peu l'habitude aussi des différents titres qu'il peut y avoir en automobile. Voilà. Donc ça c'est pour la premier document en fait qu'on demande pour obtenir donc la certification CERMI. Ok, merci. Mais concrètement, alors, quand il y a un diplôme et tout ça, il n'y a pas de débat. Mais un mécanicien spécialiste qui n'a pas donc la qualification de technicien, qui n'a pas de diplôme mais qui a l'expérience, concrètement, on fait un courrier en disant bah, lui, il a de l'expérience, il a déjà fait des diagnostics. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est à un moment donné, sur ces zones-là, bah, quand un gars a un CQP ou un TE2A, il n'y a pas il y a pas de débat avec ça. Mais Oui, bien sûr. quand ce n'est pas le cas, comment on fait pour justifier qu'un gars fait du diagnostic alors qu'il n'a pas le diplôme équivalent ou en cours de validation? 2 ans d'expérience, monsieur Jamet. Ouais, 2 ans d'expérience ou un bac pro. Voilà. Ah bon. Donc moi, je pourrais être technicien CERMI, impeccable. Voilà, exactement. À partir du moment où vous savez brancher la valise et faire les diagnostics, vous pouvez. Bon, ben ça promet. Faut aussi être certifié, hein. Ouais. Ok. Et en termes Oui. de coût, du coup, puisqu'on parle des choses concrètes, pour la certification. Vous allez déjà directement au cœur du sujet. Bah oui, vous savez, on est comme ça, nous. Vous avez raison. Très bien, monsieur Jamet. La certification, par rapport à la tarification, tout commence à partir donc, de 750 € hors taxe dès la première année.
en sachant qu'on part sur un cycle de 5 ans. Et ce qui comporte dans les 750 € de démarrage, c'est donc l'étude documentaire pour deux opérateurs et la première inspection qui est inopinée. Et ensuite, 6 mois avant la date de fin de certification, à la demande du garage ou autre établissement, il y aura donc une demande de renouvellement et là, il y aura donc à nouveau une nouvelle inspection qui sera également donc facturée. Donc on va dire globalement sur un cycle complet, ça commence à partir de 1 350 € hors taxe. Par an. Pour le cycle de 5 ans. On est plutôt pour les par 5 an, ans, on est sur un budget de 270 € par an. Ouais, à peu près 25 € par mois, quoi. 80. Exactement. N'oublions pas que ça va permettre quand même d'éviter de déplacer un véhicule qui est bloqué dans votre garage, de prendre une dépanneuse, de l'emmener jusqu'au garage, un autre garage, avoir pris rendez-vous. Le temps de déposer cette voiture, c'est peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure aller, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure retour. Il faudra ensuite que le garage intervienne sur ce véhicule. Alors, si vous avez un bon contact avec lui, tout va bien se passer puisqu'il va vous dire passe à 11 heures, je te la fais en un quart d'heure et tu repars. Sauf que dans la majorité des cas, ça ne se passera pas comme ça, puisque le garage il vous dira venez à 8h30 ou à 9h15 ou je ne sais quelle heure. La voiture, elle va y rester la journée. Et clairement, vous ne garderez pas la main sur l'entièreté de la réparation. Là, ça vous permet d'être autonome de A à Z. C'est ça qui est important. Et puis, c'est une refacturation, dans tous les cas. À partir du moment où vous faites une prestation, c'est une refacturation. Ouais, enfin là, ça fait pas l'objet d'une refacturation, mais c'est pas le sujet. D'ailleurs, c'est pas la remise en cause de l'intérêt du sujet, hein. C'est d'un point de vue opérationnel, voilà, de techniciens, si on en a 4 ou 5 à faire valider, donc on multiplie ces coûts-là, mais c'est pas refacturable selon moi, parce que on n'est pas dans une prestation. Enfin, Je parle de l'intervention. Je parle de l'intervention en elle-même, pas la certification. L'agrément pour la clim, quoi, par exemple. Je ne parle pas de la certification, attention que ce soit clair. Je parle de l'intervention en elle-même. De combien estimez-vous le coût de déplacement de cette voiture dans un autre point de vente avec tout ce que ça engendre autour, au niveau sécurité, compagnons qui se déplacent pour déplacer cette voiture via une dépanneuse. Alors, certains ont des centres de dépannage, donc tout va bien, mais ça leur coûtera quand même un déplacement avec cette dépanneuse pour aller du point A au point B et du point B au retour au point A. Ok. Et d'un point de vue, comment dire, c'est un peu comme l'agrément pour la clim ou pas? C'est-à-dire que il y a l'entreprise qui a son agrément et à côté de ça, les collaborateurs qui ont leur propre validation, elles leur appartiennent à eux ou à l'entreprise. Enfin, vous voyez, est-ce que c'est un peu dans le même mécanisme? Autrement dit, un collaborateur qui serait certifié à travers l'entreprise et qui serait amené à évoluer vers d'autres cieux, il se passe quoi en fait? Il se passe qu'il faut en faire un. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. C'est pas tout à fait pareil parce que effectivement, pour la clim, comme vous prenez cet exemple-là, effectivement, le technicien, il a une habilitation, donc parce qu'il a passé un examen de 2 heures, donc ça lui appartient. Donc effectivement, s'il change de garage, il repart avec son attestation d'aptitude pour faire de la clim. Ça fait partie de son habilitation, de ses compétences. Dans le cadre du CERMI, c'est une autorisation en fait d'intervention sur des systèmes CERMI qui est donnée aux salariés, mais qui est donnée aux salariés du garage. Ce qui veut dire que si le salarié change de garage, eh bien, il faudra qu'il refasse une nouvelle demande d'autorisation pour exercer dans son nouveau garage. Merci pour ces précisions. Il y avait une question, enfin des questions, notamment sur le chat. Alors, on va redérouler. Alors, je suis arrivé en retard. Pouvez-vous me réexpliquer dans quel cadre nous devons être certifiés?
Alors, je vais répondre à cette question. Ça va concerner les accès à l'inviolabilité des véhicules. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Programmation de clés, accès aux calculateurs, certains calculateurs. Et ça vous permettra de garder l'autonomie de la réparation complète, comme je l'expliquais il y a quelques minutes. Sachez que le webinaire sera visible sur YouTube et nous vous enverrons les liens si vous le souhaitez pour vous permettre de mieux comprendre cette nouvelle certification. Question suivante, qu'est-ce qu'il y avait? Alors, il y avait une première question. Une habilitation clim, j'ai redemandé pour le CERMI, mais je n'ai pas de réponse pour le moment. On en parlera tout à l'heure si vous voulez. Aurore à la rive, vous pourrez m'envoyer un mail sur l'adresse mail agent et indépendant @mobiliance.fr. Il y a Nora qui va indiquer l'adresse mail dans le chat. Ensuite, on avait une question, ça sera pour vous, messieurs de chez SGS. Concrètement, quelles pièces sont concernées, par exemple? Peut-on reprogrammer un airbag ou une crémaillère? Alors, ça, un airbag, je pense que oui. Une crémaillère, je ne sais pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas de liste prédéfinie de calculateurs ou de fonctions qui sont sous le CERMI. C'est à l'appréciation de chaque constructeur. Donc, ce qui veut dire qu'un constructeur peut décider qu'une fonction devra être protégée sous CERMI et d'autres non. Je prends un exemple, sur les véhicules actuels, vous avez, c'est très, très fréquent maintenant, des freins de parking électriques. Donc les freins de parking électriques, eh bien, quand on veut changer les plaquettes de frein, effectivement, il faut déverrouiller à l'aide de la valise les étriers arrière. Certains constructeurs vont considérer que ça n'est pas lié à l'inviolabilité du véhicule, donc ça n'est pas sous CERMI, et d'autres vont dire que non, ça fait partie de l'inviolabilité du véhicule, donc le desserrage des étriers arrière pour pouvoir intervenir sur les plaquettes sera sous CERMI. Donc là, aujourd'hui, on ne sait pas encore, il n'y a pas de liste officielle figée, c'est chaque constructeur qui fait comme il veut. Oui, c'est évidemment, aujourd'hui, c'est encore un peu flou puisque c'est tout nouveau. Donc, il y a des constructeurs qui vont ouvrir des accès, d'autres qui vont en refermer. Aujourd'hui, vous avez accès à certains éléments. Probablement que demain, vous n'aurez plus accès puisque les constructeurs auront verrouillé de leur côté. Alors, on va continuer sur les questions, puis après, je laisserai, je vois qu'il y a 2 mains de levées. On répond aux questions et après, je vous donne, je vous laisse parler. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Donc ça. Bonjour à tous. Lorsque nous avons besoin de l'accès à tel ou tel constructeur avec n'importe quel appareil de diag, nous allons pouvoir le faire ou est-ce il va falloir un outil plus spécialisé? Non, ça va dépendre de l'outil que vous utilisez aujourd'hui, mais tous les outils qui sont agréés, notamment par les équipementiers, si vous avez, ils seront accessibles, hein. Je ne vais pas nommer les marques, mais je vais laisser peut-être SGS le faire. Non, alors au niveau des outils de diagnostic, effectivement, ça va dépendre aussi des exigences constructeurs, mais d'une manière générale, on estime et puis on se rend compte que il faut généralement une VCI, donc un boîtier de connexion en interface entre le véhicule et puis et l'outil de diagnostic de type J2534 ou ISO 22800 ou 900. Voilà. On va laisser Amar répondre à cette question. Monsieur Chebala. Oui, bonjour à tous. Un outil de diagnostic multimarque
est utilisée pour faire du diagnostic localement. La partie thermie, elle n'est mise en œuvre que lorsque on se connecte au site du constructeur pour aller faire des téléchargements, pour aller récupérer des bouts de logiciels qui nous permettent de reprogrammer soit des clés, soit des ABS, enfin, des choses qui sont liées au système d'inviolabilité. Et c'est à ce moment-là qu'on doit utiliser des VCI, comme disait Gwenaël, on doit utiliser des VCI qui sont compatibles J2534, allez, la majorité, voire les 100% des outils aujourd'hui que vous avez sur le marché sont déjà J2534 ou ISO 22900, mais là, ils sont très très rares, les constructeurs qui utilisent du ISO 22900. Il y avait FCA Fiat qui faisait ça et qui a rebasculé sur du J2534. Donc, ça répond, je pense, à des questions que j'ai vues passer. C'était quel outil on doit utiliser. Oui. Ben, c'est votre outil habituel. Hein. Dès le moment où il est J2534, votre outil habituel. J'ai vu une autre question qui était à peu près similaire. Il y a une question. Les outils DIAG vendus à titre perso ne pourront donc pas accéder à ces données constructeurs. Dès le moment où vous avez un compte sur le site du constructeur et que votre outil est J2534, pardon, aucun souci. Vous pouvez y accéder. C'est des histoires de protocole de communication et vous êtes en ligne. Il n'y a rien dans le CERMI qui interdisent un protocole ou un autre. Au contraire, il y en a deux qui ont été définis pour les VCI, c'est ceux qu'on a déjà signalé, J2534 et ISO 22900. Il y avait... Il y a Dimitri Sionnet qui a une question, mais j'ai vu qu'il avait aussi peut-être mis la même question sur le chat. Dimitri, je vous laisse poser votre question. On ne vous entend pas. Ah, Dimitri, on ne vous entend pas. Toujours pas. Est-ce que c'est la même? Faites un oui de la tête. On vous voit par contre. Oui. Est-ce que c'est celle que vous avez écrite? C'est la question? Si c'est la question, on va y répondre. Bon, parfait. Donc la question, c'est la même. Alors, attends, c'est quoi alors, je vais la lire. Nous travaillons déjà avec Remote pour la programmation des calculateurs, et cela sans habilitation. Nous allons donc être coupés de cette possibilité si nous ne sommes pas agréés. Je confirme. C'est ce que tu expliquais, Joao. Les deux partenaires, c'est-à-dire le réparateur ou le site où on pratique la reprogrammation et le support, l'entreprise, le fameux RSS, qui va faire le téléchargement pour le compte du site, les deux doivent être homologués et autorisés CERMI. Les deux sites. Alors, par contre, ce sera opérationnel que lorsque ce sera effectif en France, c'est-à-dire voilà. à la mise en route du service en France. Voilà, quand ce sera actif, donc on parlait de la date tout à l'heure, 1er octobre, très probablement. À partir de cette date, vous ne pourrez plus. Je vais répondre à celle-là. Nous sommes agents Stellantis. Sur un de nos sites, il y a des accords en cours. Alors, si vous êtes déjà agent Stellantis, vous avez déjà vos codes au même titre que si vous êtes agent Renault ou autre, hein, d'une autre marque, j'entends. Vous avez déjà vos accès à ces fonctionnalités via votre code, puisque vous êtes déjà certifié par le constructeur pour accéder à ces fonctionnalités. Donc, vous n'en avez pas besoin. Si vous voulez continuer pour les marques Stellantis, si vous avez accès, vous y aurez toujours accès. C'est dans le cadre où vous souhaitez réparer d'autres véhicules que les marques que vous représentez.
C'est là que ça peut être intéressant, puisque notamment pour les carrossiers qui font du toute marque, ou même des agents et indépendants qui font du toute marque, hein. Et puis, les panneaux fast fitter auront tout intérêt, puisque leur cœur de métier, c'est le multimarque, justement de travailler là-dessus. J'ai vu une autre question. Hop. Ça répond. Tu viens de répondre à la question qui avait été posée aussi par Rudy. Oui. Il posait exactement la même question. Alain Lartaud, vous avez une question? Enfin, vous avez levé la main, je vous écoute. On vous Oui. écoute. Si le RSS, il est dans un autre pays de la communauté européenne, est-ce qu'il y a lien avec le CERMI, si eux sont bien sûr CERMI aussi? Ah oui. Oui, bien sûr. Il faut qu'il soit CERMI. Il faut qu'il soit CERMI, hein. Faut savoir que c'est déjà actif en Allemagne et en Espagne. Puis beaucoup de RSS ne sont pas en France, hein. Donc il faut que le personnel du RSS soit aussi certifié. Et j'ajouterais effectivement que c'est une réglementation, une certification européenne, donc effectivement qui fonctionne dans tous les pays européens à partir du moment où c'est déployé dans le pays. On avait déjà eu une question dans ce sens. Si je commande aujourd'hui, je suis pays pas encore CERMI, je commande une pièce dans un pays qui est CERMI, je n'ai malheureusement pas la possibilité de commander cette pièce à ce jour. Ça aussi, c'est un blocage. Oui. Donc vous aurez tout intérêt à être certifié CERMI si vous souhaitez travailler notamment sur des marques allemandes ou qui ont déjà pris le pli dans leur pays. Il y avait une autre question. Ceci dit, Joao, c'est très important. Avant que ce ne soit opérationnel en France, Volkswagen n'a pas le droit de nous interdire la commande en France. S'ils font cette interdiction pour des raisons de CERMI, tant que c'est pas opérationnel, il faut que ce soit remonté, ça soit remonté afin qu'on puisse agir auprès de l'association CERMI. Exactement. Parce que ceci est interdit tant que c'est pas opérationnel. Il y avait une question de Chris D. Est-ce que les security gateways sont concernés par le CERMI? C'est deux systèmes différents. Le CERMI, c'est l'inviolabilité du véhicule. Les security gateways ont été mis en place pour des histoires de cybersécurité. Donc, ça empêche la communication avec les calculateurs, alors que le CERMI, c'est censé, enfin, tout ce qui est lié à l'inviolabilité, c'est censé empêcher le vol du véhicule. Donc, c'est deux choses différentes. Tous les constructeurs qui ont mis en place des security gateways et des systèmes de gestion de security gateway continueront à les utiliser tels quels. Et le CERMI n'aura pas d'interaction avec ces systèmes de security gateway. Une question pour SGS. Quels sont les contrôles effectués lors d'une visite inopinée? Alors, on vérifie déjà ce qui est par rapport aux documents qui ont été fournis au départ pour la certification. Et on regarde aussi un petit peu tout le process qui est fait, parce qu'il y a un volet du CERMI qui impose donc de définir des procédures en ce qui concerne donc la réception du véhicule. Donc s'assurer que la personne qui apporte le véhicule est bien le propriétaire du véhicule ou une personne autorisée, dans le cadre d'un véhicule société ou autre. Vérifier que le véhicule, que la carte grise qui nous est présentée corresponde bien au véhicule aussi, et valider la demande. Et tout ça doit être aussi donc tracé et enregistré
Et ça fait partie donc des choses que l'on vérifie également. Et puis, on vérifie aussi simplement l'outil de diagnostic, savoir si il répond à la demande du CERMI. Voilà. Les salariés qui sont autorisés CERMI n'ont pas forcément besoin d'être sur place le jour de l'inspection. Alors, on va répondre à 2 questions à la volée. Est-ce que vous pouvez envoyer les demandes dès maintenant? Bien sûr. Ça vous permettra d'avoir le dossier complet dès l'ouverture de cette certification, en tout cas dès l'ouverture de l'accès. Et l'autre question, c'était est-ce que la date du 1er octobre est-elle certaine? Elle était certaine en septembre. Donc elle sera peut-être certaine en octobre. Ouais, en fait, la question, c'est elle dépend de quoi, cette date? Pourquoi ça a été décalé septembre-octobre? Ça dépend de qui, de quoi? Alors, c'est assez compliqué. C'est Oui, le parce que CERMI qui décide, enfin qui décide. Vous avez... C'est en fonction de la, comment dire, de la possibilité de certification et de traitement des dossiers de nos amis de SGS et de DECRA. Il y a une volumétrie à pouvoir traiter. Et ensuite, il donne toujours 2 mois de délai de mise en œuvre côté constructeur. Donc, si par exemple, je vais dire pourquoi, si par exemple on est prêt à démarrer au 1er août, parce que les infrastructures et les ressources sont toutes présentes côté SGS et DECRA, ils donneront, alors au 1er août, ils donneront les 2 mois de délai. Donc août, septembre, et on arrive au 1er octobre pour que les constructeurs soient opérationnels en France sur le système CERMI. Et c'est comme ça pour chacun des pays en Europe. Voilà. Donc ils diront, on démarrera au 1er octobre si normalement tout est prêt au 1er août côté amont. Voilà. Et ça, c'est le ministère qui donne ça. Ah non, c'est pas le ministère, ce n'est pas le ministère, hein, c'est le CERMI, l'association CERMI, qui est basée à Bruxelles, qui est une association composée à 50-50 de membres constructeurs et membres représentant les indépendants, et à laquelle nous participons et nous avons travaillé pour l'élaboration de tous les référentiels, etc. Voilà. Ok. j'ai une question proche du SIV, parce que c'est vrai que j'ai passé la question, excusez-moi, parce que vous devez vous identifier, enfin vous authentifier. Je ne sais pas si c'est aussi du Digidentity. Néanmoins, il faut effectivement prouver son existence. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question pour proche du SIV? Parfait. Il y avait une autre question. Pour les particuliers qui déposent les véhicules pour un autre particulier, que devons-nous prendre comme document du coup? Ça peut arriver, hein, le voisin demande à quelqu'un d'aller chercher la voiture, il faudra quand même la carte grise du véhicule, la pièce d'identité de la personne qui dépose le véhicule, enfin en tout cas au nom de la carte grise. Et puis j'imagine que le payeur, c'est pas la personne qui récupère ce véhicule. Donc si il y a besoin de documents complémentaires, c'est judicieux effectivement de demander tous les documents en amont, quoi. Mais ça, vous aurez la liste des éléments à donner. Qu'est-ce que vous en pensez, Gwenaël et Ruben? Oui, c'est ça, je suis complètement d'accord. Est-ce que j'ai répondu à la question, Madame Alary? J'avais une autre question. Auprès de qui devons-nous faire la demande? Donc auprès d'un OEC.
donc un organisme certificateur. Ils sont présents aujourd'hui. Nous avons SGS et puis il y a DECRA, les deux organismes. Ah oui, il y a une réponse qui a été faite par Dimitri Sionnet. Les accords sont signés, oui, tout à fait, entre SGS et DECRA, c'est en cours. Dans un besoin de parité, ce sera fait. Arrivé en retard, avez-vous évoqué le tarif de la certification entreprise et salariés? On va y répondre une nouvelle fois. Il y aura une foire aux questions qui sera disponible aussi sur le site de Mobiliance. Mais Gwenaël ou Ruben, pour répondre à cette question, pour le tarif? Oui, donc monsieur Delessègue, pour le cycle de 5 ans, on est sur 1 350 € hors taxe, soit un budget annuel de 270 €. Cela comprend donc l'étude documentaire ainsi que les 2 inspections. La première inopinée et la deuxième, celle qui préparera au renouvellement. Et combien d'employés? 2. Quand nous demandons le dossier à Mobiliance, vers qui vont-ils nous diriger sur les accords, si les accords sont en cours? En fait, vous ne faites pas la demande à Mobiliance pour être certifié, vous faites la demande auprès de votre OEC et c'est là que vous stipulez que vous êtes adhérent Mobiliance et ils vous feront la remise accrochée. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou est-ce qu'on en a raté? N'hésitez pas à me dire. Non, je ne vois pas de questions que j'aurais ratées. De combien est la remise Mobiliance? Le tarif énoncé et le tarif remisé. Je me trompe pas, hein, Gwenaël et Ruben, on est d'accord? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça, oui. Voilà. OK, donc vous aurez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose? Écoutez, on avait donné un format d'1 heure, on est à 45 minutes, donc je remercie. Il y a 2 mains levées, hein, quand même. Ah, t'es sûr? Je les vois Ah plus. oui, je vois. Non, il en reste plus qu'une seule. Je vois qu'il y en a qui enlèvent leurs mains au fur et à mesure. Ludovic? Jamais? Non, c'était par rapport C'était de aux tout à l'heure. questions qui ont été traitées, ouais. Donc Ouais. je baisse la main. Merci beaucoup. Donc, merci à SGS, merci à tous les acteurs pour cette certification. Gwenaël, Ruben, à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Très bonne journée à vous. Merci, au revoir. Très bonne journée. Au revoir. Merci. Merci, Merci, au revoir. Bonne journée. Merci à tous.